Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour ce format vertical, bilan global du mois, si je peux l'appeler comme ça. Et ce mois-ci, on va avoir du manga, du roman, du jeu et de l'animé avec une grosse majorité de lectures. J'ai beaucoup lu ce mois-ci et je pense que ce sera aussi le cas le mois prochain. Je suis dans une espèce de période de lecture où j'apprécie vraiment ça. Donc voilà, et on va attaquer de suite avec les tomes 1 de manga. On commence avec le coffret animé Fruit Basket avec donc 3 petits livrets à l'intérieur qui se présentent comme ça, un pour chaque saison de l'animé, donc le remake de l'animé qui a eu lieu je crois en 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus. C'est avec cet animé que pour ma part j'ai découvert Fruit Basket qui a été un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Fruit Basket, c'est un de mes animés préférés aujourd'hui. Et je peux dire que ces petits recueils ne sont pas les plus intéressants. On retrouve comme ça sur chaque page un côté avec le numéro de l'épisode, quelques images tirées de l'épisode, un petit résumé de celui-ci et le tout petit commentaire de la mangaka qui est juste ici et quelques illustrations. Et je pense sincèrement qu'il vaut mieux prendre ces livres comme des artbooks que comme du contenu supplémentaire. Les commentaires de la mangaka sont extrêmement superficiels pour ne pas dire inintéressants. Ça n'apporte vraiment pas grand chose à l'animé. Moi je pensais avoir un petit peu des commentaires sur comment l'anime a été fait ou quel choix elle a fait pour les personnages ou même des commentaires vis-à-vis de l'adaptation du manga, la différence entre le manga et l'anime, etc. C'est pas du tout le cas. Les commentaires n'ont absolument aucune pertinence et n'apportent vraiment pas grand chose. Donc si vous avez envie d'un 3 jolis petits artbooks avec quelques images de l'anime plus quelques jolies images dessinées par la mangaka, ce sera chouette, mais franchement sinon c'est vraiment pas ouf en termes de contenu. On passe chez Soleil Manga avec le premier volume de Guys Mixer. Il me semble qu'il y a un animé disponible ou qu'un animé va sortir, je ne me rappelle plus. Et je peux déjà vous dire que je vais pas continuer ce manga et que ce premier volume m'a plutôt déplu. J'ai plutôt bien aimé l'idée de base d'avoir des jeunes femmes qui apprécient avoir un hobby où elles se travestissent en hommes. Donc ça c'est tout à fait ok, c'est pas ce qui m'a posé problème dans cette lecture. Ce qui m'a vraiment posé problème c'est qu'elles sont invitées à un rendez-vous arrangé, comme ça se fait beaucoup dans les pays asiatiques, pour rencontrer des garçons et elles viennent à ce rendez-vous sans prévenir travestis et ça met les garçons dans une position un peu délicate de fort inconfort et vraiment j'ai été très dérangée par cette partie de la lecture. Pour moi quoi qu'il arrive, même sur des choses comme ça, il faut toujours avoir le consentement des parties adverses et là on a senti le malaise de ces hommes, même si ça tourne vite à la romance et à l'acceptation, etc. J'ai trouvé le postulat de base très dérangeant et j'ai vraiment pas envie de continuer ma lecture. On reste chez Soleil Manga avec les 2 premiers volumes de 2.5 Dimensional Séduction, si je l'ai bien dit. Je savais que ça allait pas être des titres pour moi à partir du moment où je les ai reçus, tout simplement parce qu'on voit déjà à la couverture que c'est excessivement fanservice. Ces titres sont donc des eishi, donc des mangas où il y a des femmes très dénudées. C'est dommage que le fanservice soit omniprésent et en même temps c'est un peu le concept de l'histoire, mais moi c'est pas du tout ce que j'apprécie de mettre des personnages féminins en objets comme ça, en morceaux de viande, ça me dérange très fortement. C'est dommage parce que la romance était intéressante, on découvre un petit peu le milieu otaku avec un fan très fort d'animé, etc. Et ça c'était agréable, et le club de manga d'un lycée. Le triangle amoureux est plutôt sympathique, mais vraiment le côté fanservice m'a beaucoup dérangé. C'est le concept du titre, donc si vous aimez ça vous plaira, mais avec moi ça passe pas. On va chez K-Books avec le premier volume de L'armure et la couronne, donc un webtoon adapté au format papier. J'avais un petit peu peur en le recevant parce que j'ai vu que le webtoon traduit en français a été arrêté prématurément sur la plateforme sur laquelle il était disponible. Et je me suis dit, ah j'espère que ça ira. Et franchement j'ai adoré ce premier volume. On a donc un personnage féminin qui est une femme forte qui devient chevalier un peu contre son gré, mais malgré tout, qui prend son rôle à cœur et qui va découvrir le souverain du royaume ennemi est un petit peu pactisé avec lui. J'ai beaucoup apprécié nos personnages et l'univers proposé. Pour le moment c'est assez introductif, mais je pars très positive. On continue, cette fois-ci toujours chez K-Books avec Mariage interdit et c'était plutôt une bonne lecture, mais je ne pense pas continuer. C'est assez simple, franchement j'ai bien aimé le dessin, le ton humoristique proposé est plutôt efficace, même si c'est pas le ton humoristique que je préfère, ça marche plutôt bien avec moi. Seulement on est sur une jeune femme qui profite du jeune prince qui n'arrive pas à faire le deuil de son ancienne compagne pour un petit peu
tirer profit de ça. Et franchement ça aussi ça m'a beaucoup dérangé. Alors j'ai peut-être beaucoup trop d'éthique parce que là vis-à-vis des derniers tomes, il y a des derniers tomes dont je vous ai parlé, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Mais pour moi profiter du deuil de quelqu'un comme ça, je trouve ça très dérangeant. C'est dommage parce que le titre était plutôt sympathique, mais j'aurais vraiment voulu que ça se passe autrement et je ne pense pas que je vais continuer. On va chez KBL avec le premier volume de Cherry Blossom After Winter et là j'ai adoré ma lecture. On est sur un boys love complètement soft avec aucune scène explicite, ce qui est très agréable. Moi c'est pas ce que je préfère, les scènes explicites dans les boys love. Une romance qui se développe très doucement, mais surtout un titre qui parle de harcèlement scolaire avec justesse et pas juste oh mince, y a un personnage qui est harcelé par quelqu'un, on lui met une bonne raclée et c'est bon, c'est terminé. Non, c'est beaucoup plus profond que ça et j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré nos personnages, le trait est plutôt sympathique et vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vous la recommande fortement et j'ai hâte de lire la suite. On reste chez KBL cette fois-ci avec le premier tome de Bloodbank. Je pensais que j'allais bien aimer ce premier volume parce qu'on est dans un univers de vampires. Ce que j'apprécie, effectivement l'univers est très sympathique et très bien utilisé, assez original, tout est bien abordé. Par contre c'est un titre BDSM, donc avec des scènes très explicites et régulièrement sexuelles et violentes et ça m'a beaucoup dérangé dans ma lecture. C'est pas du tout le genre de contenu que j'apprécie et que je recherche. Si vous aimez ça, ça vous plaira sûrement, mais moi ça m'a plus dérangé qu'autre chose durant ma lecture. C'est dommage parce que l'univers vampire était vachement chouette. On passe chez Pika avec la série complète en 2 tomes Gate of Nightmare que j'ai acheté parce que c'est par Hiro Mashima en collaboration avec Square Enix. Hiro Mashima qui est un auteur que j'apprécie particulièrement, notamment pour Fairy Tail. Le premier volume est assez sympathique, introductif d'un univers classique du shonen mais quand même efficace avec quelques petits points intéressants notamment autour des Nightmares. Ça a piqué ma curiosité et j'ai beaucoup apprécié. Le tome 2 est un véritable flop, une fin plus que prématurée parce que non seulement on est sur une fin ouverte mais on est sur quelque chose de pas fini. Le titre n'est pas fini tout simplement. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, on est encore aux prémices de l'histoire et c'est super décevant. J'ai été extrêmement déçue par cette fin. Très déçue par ce manga, je pense que peut-être il n'a pas reçu l'amour qu'il méritait au Japon et qu'il n'a pas pu continuer au-delà, mais franchement hyper déçue par la fin. C'est le premier titre d'Hiro Mashima que j'aime aussi peu. On reste chez Pika avec le premier volume du titre Les Enfants du Temps qui correspond au film Weathering With You de Makoto Shinkai qu'on connaît beaucoup notamment pour Your Name. J'aime beaucoup les films de Makoto Shinkai et cet achat a été un peu une erreur je dirais. Je pense que je l'ai acheté à l'époque où j'avais encore beaucoup de place dans une bibliothèque et je me suis dit pourquoi pas le lire avant de le regarder. Aujourd'hui j'ai une approche totalement différente et si un animé est disponible et de qualité, j'arrête la lecture du manga tout simplement par manque de place et pour favoriser des titres qui n'existe qu'au format papier. J'ai bien apprécié ce premier volume mais je ne vais pas continuer tout simplement par manque de place. Je regarderai le film Weathering With You, surtout que là pour une fois c'est pas le manga adapté en film mais le film adapté en manga, donc encore plus de raisons de regarder le film. Donc voilà, je regarderai prochainement le film parce que je pense que c'est une histoire très sympathique mais je ne vais pas continuer le manga. On reste chez Pika avec le premier volume du webtoon L'Impératrice Remariée. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'attendais ce titre comme le Messie. C'est mon webtoon préféré, je le lis depuis des années sur l'application Webtoon, c'est d'ailleurs le seul titre que je lis en ligne, j'ai horreur de lire en numérique sur les écrans, mais pour ce titre-là je fais une exception parce qu'il est beaucoup trop bien et quel plaisir de l'avoir enfin en format papier. Je sais que je vais acheter tous les tomes dès leur sortie, c'est une évidence. J'ai absolument adoré ma lecture, on sent que les traits étaient beaucoup moins bien au début, j'avais pas souvenir que les traits étaient aussi moyens, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. On découvre Navier et son mari et surtout les premières découvertes de Rashta et je m'amuse à voir que déjà dès le tome 1 elle m'horripile et elle va m'horripiler tout le long du titre, je le sais. Une intrigue à la cour dans un univers fictif avec un petit peu de magie, avec une cour impériale et une cour un peu plus de royauté, avec une impératrice qui sera forcée de divorcer, on le sait dès ce premier tome et on sait qu'elle va demander un remariage. On va découvrir le chemin jusqu'à ce remariage et même plus loin après et franchement c'est un énorme coup de cœur et largement mon webtoon préféré. On va chez Mana Books avec les 2 premiers tomes de The Legendary Hero is Dead. Un animé est également disponible pour ce titre et je n'ai pas du tout aimé ces 2 premiers tomes malheureusement. L'univers fantasy est ok, bien que bien classique. Je n'ai pas aimé notre personnage principal, je n'ai pas aimé l'humour et je n'ai surtout pas aimé l'humour qui amène à des situations très fanservice. Si jamais on peut voir la culotte d'un personnage féminin ou lui faire enfiler des vêtements qu'elle n'a pas envie de porter, profitons-en. Je n'aime pas du tout cette approche et je ne continuerai vraiment pas ce titre.
On va chez Doki Doki avec le premier volume de The Unexpected Goddess. Je pensais pas forcément accrocher à ce titre parce qu'on est encore sur un titre dans un univers de fantasy. En général, ça marche moyennement avec moi, les titres de fantasy de manga, parce qu'ils se ressemblent tous. Et finalement, j'ai plutôt apprécié l'originalité de celui-ci, notamment grâce à notre personnage féminin qui casse les codes et qui en plus apporte beaucoup d'humour. Pour le moment, c'est plutôt positif. Je me laisse quand même un second tome pour un petit peu diriger mon avis un peu mieux parce que ça reste très introductif et on survole certains éléments importants pour creuser l'intrigue sur d'autres éléments qui me paraissent moins importants à creuser tout de suite. Donc voilà, au niveau du récit, c'est peut-être pas tout à fait la formation que j'attendais, mais en tout cas ça me rend curieuse et je lirai au moins un second tome. On passe chez Komiku avec le premier volume de Heureuse Vengeance. J'étais assez curieuse de découvrir ce titre parce que moi les titres de vengeance c'est souvent les titres que je préfère. Je suis un petit peu déçue par la vengeance très gentillette proposée par notre personnage, c'est plus que soft. Le personnage vraiment a une vengeance par la gentillesse, par le développement d'un royaume, etc. Mais le côté politique de ce titre m'intéresse. Notre jeune personnage veut se venger de son père qui lui a donné des terres vraiment nulles, sans habitants ni rien, en créant un petit peu son propre patelin avec un peu de monde qui travaille là, etc. Et surtout un endroit où ils aimeront leur souverain. À voir comment ça se développe, pareil j'aurais besoin d'un tome 2 pour vraiment forger mon avis. De chez Akata, j'ai lu les 4 premiers volumes de ce printemps rémanent. Vous avez été très nombreux à me recommander ce titre en me disant qu'il est absolument exceptionnel. Je suis désolée mais je ne comprends pas pourquoi. La lecture était ok, on est dans une boucle temporelle. Déjà je trouve que c'est un petit peu facile et vu et revu ces dernières années au niveau des propositions de manga avec des boucles temporelles. Même celle-ci essaye d'aller un petit peu plus loin que ce que j'ai déjà pu voir. Malgré tout, j'ai pas trouvé la lecture vraiment passionnante. C'est très classique, c'est très prévisible. J'ai pas le 5e et dernier tome et je ne pense pas que je l'achèterai et que je le lirai. Le 4e tome était malgré tout le meilleur et nous donne un petit peu un côté un peu thriller à la lecture, mais ce sera pas suffisant pour me donner envie d'acheter la suite. On passe chez Vega Dupuis avec le premier volume de Magical Quadra. J'avais un petit peu peur en recevant ce titre parce que c'est un titre de Magical Girl, normalement c'est pas trop mon truc, un titre humoristique ce n'est pas toujours mon truc non plus parce que l'humour japonais, je suis pas toujours hyper réceptive et pourtant ça a été plutôt une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait plutôt un comique de situation, ce qui fait que finalement c'est effectivement plutôt drôle. L'histoire est assez originale mais pour autant j'ai pas forcément accroché au personnage et à l'intrigue. C'est dommage mais je suis de plus en plus sévère dans mes lectures et ce sera pas suffisant pour me donner envie de continuer. On continue chez Vega Dupuis avec le premier volume de Pyramid, le dernier fantôme. Ça se voit très clairement au trait dès qu'on ouvre le manga que ce n'est pas un manga japonais. Il me semble que les dessinateurs et l'auteur proviennent, c'est une seule et même personne et elle vient d'Amérique du Sud. J'ai trouvé ce premier tome ok mais pas incroyable, les planches sont pas vraiment à mon goût, on sent un style très particulier qui est pas forcément celui que j'apprécie et au-delà de ça, l'histoire est classique et sans étonnement. On reprend vraiment les codes classiques du shonen neketsu comme on a déjà pu voir à de nombreuses reprises et il n'y a pas beaucoup plus d'originalité que ça de proposer durant cette lecture. C'est dommage mais ça ne suffira pas pour me donner envie de lire la suite. On continue chez Vega Dupuis avec le premier volume de Super Beast, une histoire de kaiju assez curieuse d'en lire parce que ces dernières années on en a eu beaucoup et j'espérais surtout de l'originalité que je n'ai malheureusement pas eu à la lecture de ce premier tome. Je m'explique. On est sur un titre de kaiju avec une île où il y a des kaijus qui apparaissent, un peu une ambiance post-apocalyptique, etc. avec des conflits armés très intéressants, de beaux dessins, mais c'est tout et j'attendais beaucoup plus de ce titre. Ça manque d'originalité, le personnage principal n'est pas forcément très intéressant, l'univers est sympathique mais déjà vu et de même ce ne sera pas suffisant pour que je continue, même si c'était assez sympathique. Je pense que si vous êtes un adorateur de kaiju, vous apprécierez, mais ce n'est pas mon cas malheureusement. On continue chez Vega Dupuis avec le premier volume de Journal d'une vie tranquille que j'avais gagné à un de leurs concours de Noël. C'est donc une espèce d'autobiographie de Tetsuya Shiba qui est un mangaka assez connu pour notamment Ashita no Joe que moi je ne connais pas du tout et je pense que justement ce titre s'adresse à ses fans parce que c'est un petit peu son quotidien de personnage âgé avec des flashbacks illustrés d'événements qu'il a pu vivre dans sa vie, mais c'est vrai qu'en connaissant ni le mangaka ni ses œuvres ce n'est pas très impactant et la lecture est assez longue et plate. C'est dommage mais je ne pense pas continuer non plus. On termine les tomes 1, toujours chez Vega, avec La méchante est une marionnette et pour le coup ça m'a beaucoup plu. Alors c'est aussi assez classique, assez vu et revu, c'est une réincarnation une fois de plus
dans un univers qu'une jeune femme de notre époque connaissait via un média qu'elle consommait, mais ce fut une lecture quand même très sympathique. J'ai beaucoup aimé notre héroïne, j'ai beaucoup aimé l'univers un peu royaliste, etc. Ça marche toujours très très bien avec moi. C'est assez classique et très efficace, et surtout j'apprécie que notre héroïne soit intelligente et parfois même un peu fourbe. Je sens que ça va être assez intéressant et je pars très positive pour ce titre. On passe ensuite à la catégorie manga one shot, j'en ai assez peu comme d'habitude à vous présenter. Tout d'abord j'ai l'édition colossale de Birth of Levi, donc un spin-off de l'Attaque des Titans. Très contente de le retrouver en édition colossale, j'avais acheté les tomes simples, mais je préfère les éditions colossales parce que j'adore les grandes planches et en plus elles sont bien pratiques et très jolies à ranger. Donc j'ai plutôt opté pour cette édition. Birth of Levi je connaissais déjà parce que ce spin-off a été adapté en OAV pour l'animé. Donc c'était pas vraiment une vraie découverte, mais c'était quand même un plaisir de redécouvrir comment Levi a rejoint le bataillon d'exploration et comment il a un peu prêté allégeance entre guillemets à Erwin. J'ai beaucoup aimé. En plus de ça, cette édition colossale nous propose enfin 2 tomes, une interview, des planches couleurs, pas mal de bonus en plus d'avoir les 2 tomes de Birth of Levi à l'intérieur. C'était plutôt complet, très agréable et un bon complément de l'Attaque des Titans, surtout que Levi est mon personnage favori. Second et dernier one shot, j'ai lu Tu n'as pas changé Umino Senpai, qui est en fait un préquel d'une série également publiée chez Nouvelle Hydre, une série post-apocalyptique sur laquelle je vais passer mon tour parce que moi le post-apo c'est pas trop ce que j'apprécie, mais j'ai plutôt bien apprécié ce titre. C'est une romance un petit peu school life, on suivra 2 couples différents, c'était plutôt sympathique. Et j'ai bien aimé le développement de la romance, mais surtout un personnage qui a une relation un petit peu particulière avec sa mère, qui est creusée au fur et à mesure de ce one shot et qui était très intéressante et qui a apporté vraiment une dimension supplémentaire à la lecture. Je regrette un petit peu la fin ouverte parce que moi c'est pas mon truc, mais je comprends le choix. C'était quand même une lecture très sympathique et que j'ai appréciée. On passe aux suites de manga, une fois de plus j'ai pas mal de choses à vous présenter, ça va être un gros morceau de cette vidéo. On commence chez Kotun avec le 5e volume de Seule la mort attend la vilaine. Je l'ai reçu de la part de l'éditeur dans sa très belle édition collector. Une édition collector qui fait vraiment plaisir avec enfin une jolie boîte, bien travaillée, des goodies sympathiques, les éditions collector qu'on mérite. Et j'ai beaucoup aimé. Au niveau de la lecture, c'était une fois de plus super agréable. C'est un webtoon que j'apprécie particulièrement. On a pu découvrir le jugement de Pénélope et elle a été particulièrement intelligente durant les événements de ce tome. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture et j'ai déjà très hâte de connaître la suite. Chez Pika ensuite, j'ai lu le second volume de Réflexion, un titre qui sera fini en 5 tomes et un nouveau manga de Kei Senbei qui a notamment écrit Erase, que vous connaissez peut-être en manga ou en animé, ou encore Echoes qui est pour moi un énorme coup de cœur de titre édité chez Kiyun. Cette fois-ci c'est chez Pika que ça se passe et ce second tome de Réflexion était vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé ma lecture qui nous permet de mieux appréhender notre personnage adulte et de mieux comprendre comment il fonctionne. Je suis curieuse de voir comment ils vont se retrouver et s'il y aura à nouveau échange de corps ou non. Affaire à suivre, mais pour le moment c'est vraiment une bonne série. Toujours chez Pika, j'ai lu le 4e volume de Gachi Akuta. J'avais acheté comme ça son édition collector qui comprend donc une petite boîte comme ça avec à l'intérieur le tome 4 et un one shot de la mangaka. Je vais vous parler du one shot en premier. Donc le one shot s'appelle Shikido, il est édité comme ça dans une édition reliée miniature vraiment très sympathique avec une couverture assez épaisse, c'est vraiment du joli travail éditorial. Au niveau de l'histoire, je dirais qu'elle est assez banale et sans intérêt malheureusement, c'est dommage, j'aurais pas acheté le collector si j'avais su que l'histoire portait aussi peu d'intérêt, c'est assez classique. Il y a eu quelques rebondissements, c'est très court, en même temps c'est un one shot, mais c'est un one shot quand même très court. Et pas forcément passionnant, donc voilà, c'est un petit peu dommage et je vais quand même garder cette édition collector parce que la boîte est jolie et j'ai bien aimé la cover du tome 4 en édition collector, mais j'ai pas grand intérêt pour ce one shot. J'enchaîne donc avec le tome 4 de Gachi Akuta qui est un petit peu un tome entre 2 arcs qui nous permet peut-être de mieux découvrir comment nos personnages ont leur pouvoir et comment ceci fonctionne et nous permet d'appréhender le prochain arc avec les prochains antagonistes. J'ai plutôt bien apprécié ma lecture, même si ces tomes entre deux sont pas toujours les plus passionnants, l'histoire reste très chouette et surtout je suis très fan des graphismes de ce titre. On termine chez Pika avec le 8e tome de Criminel Fiançailles. Je suis toujours aussi fan de ce manga, j'ai très hâte de voir l'animé arriver cet automne. On a pu découvrir un petit peu l'enfance de Kirishima à travers de nombreux flashbacks dans ce volume et c'était vraiment agréable et ça nous permet de mieux comprendre l'obsession qu'il a pour notre protagoniste. J'ai beaucoup aimé ma lecture et je me demande ce qui va se passer par la suite maintenant qu'on revient un petit peu dans le présent. Je suis curieuse et j'adore toujours autant.
On passe chez Vega Dupuis avec le second tome de Love of Kill. Une série qui sera terminée en 11 tomes et un animé est également disponible. Elle est arrivée un petit peu tardivement chez nous, une dizaine d'années de retard par rapport à sa publication japonaise. Et pourtant, je prends beaucoup de plaisir à lire Love of Kill. On a pu découvrir l'enfance de Château et un petit peu mieux la comprendre dans ce second volume. Et j'ai vraiment apprécié, je suis très curieuse de voir comment la romance entre elle et notre personnage principal va se développer. Mais aussi comment notre personnage principal va un petit peu éviter la mafia et tous les problèmes qui vont avec. Je suis très curieuse et j'apprécie vraiment ma lecture. On continue chez Delcourt avec les tomes 4 et 5 de Blue Box. Idem, ce titre sera adapté en animé cet automne et j'ai très hâte. C'est une chouette romance dans un univers sportif avec un personnage féminin qui joue au basket et un personnage féminin qui joue au badminton. Ces titres ne sont pas forcément concentrés sur la romance principale au niveau de ces deux tomes en tout cas. On a un tome vraiment axé sur le sport, sur les qualifications, que ce soit du côté du basket ou du badminton, que j'ai beaucoup apprécié. Et un autre tome où c'est vraiment la rivale qui prend les devants. On sait très bien que ce sera la dernière roue du carrosse, qui me fait un peu de la peine parce que en toute sincérité je la préfère à Shinatsu. Mais bon, on sait comment ça va finir, on a l'habitude, c'est une romance assez classique. Pour autant j'apprécie et les dessins sont toujours aussi chouettes. On reste chez Delcourt avec le second volume de Studio Cabana, très bonne surprise pour cette romance qui casse vraiment les codes, j'ai beaucoup apprécié. On avait pu découvrir un personnage masculin qui entretenait une relation uniquement charnelle avec une jeune femme et un triangle amoureux qui se forme petit à petit avec une de ses camarades de classe. J'ai beaucoup aimé ce tome où on l'a vu à travers les yeux de notre personnage masculin, on a pu mieux découvrir sa relation donc avec cette jeune fille plus âgée que lui et comment elle l'utilise en toute sincérité. C'était très intéressant, je ne peux pas dire que j'aime ce personnage féminin mais je peux dire que je comprends un petit peu mieux les comportements qui ont eu lieu dans le premier volume. C'est vraiment très encourageant et Studio Cabana est une romance qui change et que j'apprécie beaucoup. On passe chez K-Books avec les volumes 2 et 3 de Navilera, Like a Butterfly. J'avais lu le premier volume il y a pas mal de temps et j'avais eu un gros coup de cœur et le coup de cœur se renouvelle avec ces tomes. On apprend beaucoup de choses et j'aime toujours autant comment son interprétation de son image de soi et du regard des autres est proposée dans ce titre. Un papy qui a décidé qu'il avait envie de se mettre à la danse envers et contre tous, contre sa famille et son voisinage qui le jugeant que ce n'est ni pour les hommes ni pour les vieux et pourtant lui il continue à suivre sa passion. Le tome 3 était là pour m'assassiner avec des révélations très tristes qui m'ont vraiment émue durant la lecture sur donc ce personnage. Je me demande vraiment comment la suite va se passer. En tout cas c'est un titre incroyable, d'une douceur et d'une tristesse assez grande. J'aime énormément cette lecture, le coup de cœur est exceptionnel. On continue chez Glénat avec le second volume de Rave dans sa Perfect Edition. Je découvre petit à petit ce premier titre qui a vraiment percé à l'international, d'Hiro Mashima, bien avant Fairy Tail. Un animé est disponible si vous le souhaitez, mais il est assez vieillissant et pas très joli. Donc je découvre Rave au format Perfect Edition, donc en manga. J'avais été assez emballée par le premier volume, notamment avec cette conception de Rave qui était plutôt originale. Pour le reste, on avait vraiment une formation shonen neketsu très classique. Et je dois dire que j'ai un peu moins aimé ce second volume. J'étais un petit peu déçue de ce côté shonen neketsu très classique, avec des héros vraiment très et trop gentils. Ah, il y en a un, il a failli nous tuer, mais c'est pas grave, on lui pardonne parce que quand même il a dit pardon. Un petit peu fatigant, c'est dommage. J'espère que par la suite ce sera un peu moins classique et ça se développera un petit peu mieux. Je me laisse 5 tomes de la Perfect Edition pour vraiment décider de si je lis Rave en entier ou pas, parce que la Perfect Edition fera 19 tomes. J'espère que ça s'améliorera par la suite parce que là ce tome était pas foufou. On continue chez Glénat avec les tomes 3, 4 et 5 de Shadows House. Je trouve la couverture du tome 4 absolument fabuleuse. J'aime beaucoup Shadows House. Vous me l'aviez conseillé au format manga parce qu'apparemment il y a pas mal de différences avec l'animé. Je me suis laissé 5 tomes pour estimer ça, moi qui suis à jour de l'animé qui ai vu les 2 saisons et franchement je ne vois aucune différence. Comme je vous l'ai déjà expliqué, par manque de place, je préfère ne pas continuer le manga, bien qu'il soit absolument excellent. C'est un monstre d'originalité, il n'y a vraiment aucun titre qui ressemble à Shadows House. C'est un univers très plaisant, très sombre, que j'apprécie beaucoup et surtout très mystérieux. J'ai vraiment adoré cette lecture, mais voilà, je manque de place, l'animé est excellent aussi, donc je ne me consacrerai que à l'animé pour le moment. On passe chez Doki Doki avec le second volume de 404 Démons, un titre de Oni et Momotaro, comme on en connaît pas mal. J'apprécie notamment Togen Anki dans ce style.
J'avais plutôt bien apprécié le premier tome, mais je me laissais un second tome pour décider de si je souhaitais continuer la lecture ou pas en fonction de l'originalité qui allait être proposée. Au-delà de la présence d'un personnage qui est un poussin, l'originalité est un petit peu absente. C'est un titre très classique comme on en a déjà vu, pas mal. C'est dommage, mais je ne pense pas que je vais le continuer. On passe chez Komiku avec les tomes 2 et 3 de L'Enfant et le Maudit. J'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture du premier tome il y a vraiment 4 ou 5 ans. J'ai mis longtemps à sortir la suite de ma pile à lire et finalement je me retrouve un petit peu déçue avec cette suite qui arrive peut-être trop tard pour moi et depuis j'ai une autre expérience du manga. Si j'avais adoré les dessins vraiment sombres à la première approche de ce titre, là j'ai trouvé que c'était brouillon et pas toujours agréable à lire, ce qui est dommage. L'histoire est plutôt sympathique mais très mystérieuse et qui ne nous apporte pas assez de réponses à mon goût au fur et à mesure de la lecture, donc je ne pense pas que je vais poursuivre ce titre. On passe aux éditions Clair de Lune avec le 3e volume de Circé, un manga français écrit par Anaïs Eustache que j'apprécie particulièrement. Ce titre entre science et magie est un gros coup de cœur pour moi. Après des révélations assez inattendues dans le second tome et beaucoup d'action, j'avais hâte de lire ce 3e et le coup de cœur se renouvelle. Plus ça va, plus je trouve les planches d'Anaïs Eustache absolument superbes, mais en plus de ça, vraiment l'histoire se creuse, se densifie avec pas mal de mystères mais aussi des réponses et j'ai absolument adoré ma lecture de ce tome, le coup de cœur se confirme. On passe chez Crunchyroll avec les tomes 8, 9 et 10 de Kaiju Number 8. Pareil, j'ai vu l'animé récemment que j'ai beaucoup apprécié, mais j'avais ces tomes dans ma pile à lire depuis un certain temps. Franchement, la lecture a été hyper agréable et nous a permis de découvrir pas mal d'éléments sur les kaiju, notamment des tenues ou des armes tirées de kaiju numérotées, mais également le dernier tome avec beaucoup d'action et une confrontation qui se promet d'être assez palpitante. Pour autant, je ne vais pas continuer le manga pour 2 raisons. La première, comme je vous l'ai déjà dit, tout simplement par le gros manque de place. J'aime beaucoup le manga, mais je pense que je préfère encore l'animé qui amène une touche humoristique supplémentaire très agréable. Et aussi parce que je n'ai aucune envie de mettre en avant les titres de chez Crunchyroll. Je ne vais garder que 2 séries en cours chez eux. Et sinon, je ne souhaite pas commencer de nouvelles séries chez eux et en continuer le moins possible. On continue chez Crunchyroll avec les tomes 2 et 3 de la Smash édition d'Eikyu, une édition qui sera terminée en 19 tomes, qui s'apparente plutôt à des tomes doubles. Pas de jaquette, du papier pas incroyable, ce n'est vraiment pas une perfecte édition, mais plus une 2,5 édition. Mais que j'apprécie quand même parce qu'elle prend moins de place dans ma bibliothèque que l'intégrale de Eikyu en format simple, ce qui est très appréciable. Quoi qu'il arrive, je voulais absolument avoir Eikyu dans ma bibliothèque, c'est un de mes animés préférés. Je suis à jour, je suis allée voir le film quand il est sorti au cinéma pour le second match entre Karazuno et Nekoma, mais pour autant je veux quand même le relire et c'est un plaisir de le relire. Le second tome, on a eu de très beaux matchs, vraiment de qualification, que ce soit contre Date Koyo ou contre c'est Minami, je crois l'autre. Vraiment super match avec un beau développement de personnage, mais vraiment le match contre Aoba Josai était incroyable. On a pu découvrir plein de nouvelles choses et voir Sugawara sur le terrain. Et malgré les événements de ce tome que je connaissais déjà, j'ai adoré ma lecture et j'attends le prochain tome avec grande impatience. On termine chez Crunchyroll avec l'autre série que j'ai continué de lire chez eux. Il s'agit de Call Game. Si vous aimez Nina du Royaume aux Étoiles ou Freya l'Ombre du Prince, ce titre sera votre goût et vice versa. C'est vraiment un titre que j'apprécie particulièrement, une intrigue à la cour avec une jeune femme qui est censée vivre un mariage arrangé avec un autre pays pour resserrer les liens, mais finalement elle se débrouille pour les duper, pour ne pas montrer sa véritable identité et rejoindre cette cour en tant que chevaleresse du roi Arthur. C'est vraiment une très bonne lecture. J'ai surtout beaucoup aimé le tome 8 qui a mis Violette en avant sur le terrain et sur le champ de bataille, c'est très agréable et avec de beaux rapprochements avec différents personnages, c'est vraiment un titre à ne pas manquer. On continue chez Michel Lafon avec le 4e tome d'High School Mercenary, un webtoon adapté au format papier que j'apprécie plutôt pas mal. Ce tome était assez agréable et nous a permis d'encore en apprendre plus sur notre protagoniste, mais sur aussi de véritables antagonistes qui font leur apparition avec ce tome. C'est un petit peu un tome transitoire mais pas pour autant inintéressant. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et je suis curieuse de voir ce qui va se passer par la suite. On continue chez Michel Lafon avec les tomes 10 et 11 de Nina du Royaume aux Étoiles. Donc comme je vous disais, si vous aimez Call Game ou Freya l'Ombre du Prince, je vous recommande ce titre. Il y a un animé qui va arriver cet automne et vraiment c'est un titre que j'apprécie particulièrement. Le tome 10 est très agréable avec un retour pour Nina dans son pays et différents événements assez intéressants, que ce soit avec Seth ou avec Azur. J'étais assez étonnée de ma lecture.
Le tome 11 est un véritable coup de cœur et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture avec des rebondissements très inattendus, un peu déçue par le personnage d'Azur mais en même temps je comprends son positionnement, il y a eu beaucoup de révélations inattendues et de plot twists assez impressionnants, ce qui me donne très hâte de lire le tome 12. On passe chez Kana avec le 3e tome de Silence, un manga français que j'apprécie beaucoup, c'est un shonen assez agréable. Ce tome nous a permis de nous familiariser avec la ville de Hautfort et son fonctionnement et on a tout de suite un feeling assez malsain, un peu étrange avec cette ville. On sent que ça va pas forcément bien se passer pour les personnages qui ont rejoint cette ville et surtout pour notre protagoniste. J'ai apprécié les différents événements et les révélations sur le passé de Lune dans ce tome. C'est un tome très complet et très intéressant à lire et qui me donne hâte de lire la suite. On continue chez Kana avec le 16e tome de Tougen Anki. Après avoir moyennement apprécié l'arc qui est en cours, les 3 derniers tomes m'ont fait adorer les différentes confrontations. Ici, on a pu découvrir notamment Mudano au combat, mais aussi d'autres personnages très agréables, que ce soit de la compagnie Oni ou de l'école, des différents personnages que l'on suit de la classe de Shiki Ishinose. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Très curieuse de lire la fin de cet arc qui est assez long, beaucoup plus que ce que je présageais pour lui et franchement super lecture, j'ai vraiment adoré. On continue chez Kana avec le 6e tome de Princesse Puncheuse. On a pu découvrir Scarlett sur le champ de bataille et vraiment très agréable que ce soit elle ou son dragon. On a eu des événements assez inattendus et une suite d'histoires qui prend un chemin que je n'avais pas forcément présagé. C'est vraiment très agréable à lire. J'apprécie Scarlett, j'apprécie qu'il y ait une véritable intrigue qui se développe et une intrigue politique, ce qui est toujours très intéressant pour ma part. Et en plus, le ton humoristique n'est pas laissé de côté pour autant, c'est un excellent pour ce titre. On continue chez Kana avec le 7e volume de Tokyo Aliens et ça y est, l'anime a enfin été officiellement annoncé au moment où je sors cette vidéo, ça a été annoncé hier officiellement. Je suis très contente, même si c'était sûr que Tokyo Aliens allait avoir un anime parce qu'il est excellent. J'apprécie toujours autant les traits qui sont très originaux, des planches qui changent et qui sont vraiment agréables à lire. Ce tome nous a permis de clôturer l'arc autour de Riria et d'en commencer un nouveau. Je suis assez curieuse de découvrir la suite, toujours aussi fan de nos personnages et j'aimerais vraiment en apprendre un petit peu plus sur Sho. Je trouve que c'est ce qui manque à ces derniers tomes. On reste chez Kana, sans surprise, avec un énorme coup de cœur pour ce 6e volume de Sakura Saku. J'aime toujours autant la romance qui se développe entre Sakura et Saku, mais aussi le développement des personnages secondaires, notamment la meilleure amie de Saku. Franchement, j'ai passé un super moment de lecture comme à chaque tome de chaque titre d'Io Sakisaka. J'adore cette mangaka, c'est ma mangaka favorite, elle fait vraiment les meilleurs shoujo à mon sens et celui-ci est excellent. On reste chez Kana, on reste dans les romances, mais cette fois-ci avec un boys love. J'ai lu le second tome d'I Cannot Reach You et j'avoue je suis pas hyper emballée par ce titre. J'apprécie nos personnages, j'apprécie que ce soit une romance boys love school life, donc avec aucune scène explicite, ce que je préfère pour ma part pour ce type de lecture. Cependant je trouve qu'il tourne beaucoup autour du pot, je me laisse un 3e tome pour voir, mais si au bout du 3e tome ça ne s'accélère pas un peu entre eux, je pense que je vais abandonner parce que je trouve ça parfois un petit peu long. On termine les suites de manga avec le 25e tome de l'édition Okage de Naruto. Première découverte de Naruto pour ma part, je n'ai ni lu ni vu Naruto jusqu'ici. Dans ce tome, on a pu découvrir les différents Kage, mais aussi un très beau combat contre Sasuke et sa clique. Et également d'autres personnages qui sont venus s'en mêler. C'était une lecture plutôt agréable qui me laisse curieuse de voir ce qui va se passer par la suite. On passe au dernier tome de manga. Ce mois-ci, j'ai pu terminer 3 titres et on va en parler de suite. On commence avec le second et dernier volume de Nebelheim, édité chez Clair de Lune, et clairement c'est trop dommage. On sent que ce titre a été fini très prématurément. On en était encore aux prémices de l'histoire, mais je pense que la maison d'édition a décidé de terminer ce titre en 2 tomes, ce qui est vraiment dommage. Les traits du mangaka sont hyper agréables, c'est un très bon manga français avec des dessins horrifiques très à mon goût, que je trouve vraiment très beau. Mais ce tome est vraiment en dessous du premier et on sent que tout a été rushé. Les dialogues sont parfois un petit peu enfantins ou ponctuent beaucoup trop l'action et cassent la dynamique de la lecture. Et en plus, la fin n'en est pas vraiment une et arrive beaucoup trop tôt et laisse pas mal de questions en suspens. C'est dommage, j'espère que ce mangaka aura l'occasion de faire un autre titre chez un autre éditeur qui donnera un petit peu plus de soin à son titre parce que vraiment, il écrit de très bonnes choses.
On continue dans les suites et fins avec le 4e et dernier volume de Mauvaises Herbes, un titre qui m'a énormément touchée et un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce titre qui nous parlera d'une enfant perdue qui a une mère abusive, qui se prostitue, qui est recueillie par un jeune policier qui n'a pas forcément le droit, enfin non, un vieux policier, qui n'a pas forcément le droit de la recueillir mais qui le fait quand même, qui la traite comme sa fille décédée. Vraiment un titre extrêmement touchant, je ne m'attendais pas à ces événements au niveau de la fin du tome et à la détresse de certains de nos personnages. C'était une lecture vraiment poignante, je regrette un petit peu la fin ouverte et en même temps je comprends pourquoi c'est comme ça. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. On termine les fins de série avec le second et dernier volume de Our Beloved Summer, édité chez Albin Michel dans leur gamme Coda, donc leur gamme de webtoon. C'est une romance que j'ai trouvée très agréable, qui est un préquel d'un drama coréen. Moi je n'aime pas les dramas coréens donc je ne le regarderai pas, mais c'était un très bon préquel. J'avais peur qu'en 2 tomes ce soit un petit peu trop rapide pour le terminer, et non. Plusieurs ellipses dans ce tome nous ont permis de vraiment avoir une fin construite et cohérente. J'ai beaucoup apprécié le côté naturel de comment nos personnages se sont rapprochés et c'était une chouette lecture et une bonne romance. On a donc terminé avec les mangas, j'ai lu 66 mangas que j'ai pu donc vous présenter ce mois-ci et on va passer aux romans, j'en ai lu 6 en juillet et on va en parler de suite. On commence avec le premier volume de la saga du Peuple de l'air, une trilogie qui m'a été recommandée et recommandée par vous tous, apparemment un titre de fantasy à ne pas manquer, et j'ai donc commencé ma lecture avec Le Prince Cruel, dont vous m'avez énormément parlé. Pour ma part, je l'ai acheté en édition reliée qui est un petit peu décevante, je l'avoue, le jaspage s'abîme sous les doigts très vite, cet effet pailleté part et j'aurais peut-être voulu plutôt des dessins ou quelque chose de plus travaillé. Pour le reste, ça reste une chouette édition reliée. Pour moi, c'est toujours mieux de prendre un relié parce que les brochets, ça s'abîme très vite et trop vite à mon sens. En ce qui concerne la lecture, comme vous me l'avez recommandé, c'est effectivement un super univers de fantasy. L'univers est très complet, on voit qu'Holly Black connaît beaucoup les créatures diverses et variées qui existent et en a introduit plein dans son titre et pas juste celles auxquelles on a l'habitude, et ça c'est vraiment très agréable. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce premier volume, c'est Jude, notre protagoniste, qui est une jeune femme que j'apprécie beaucoup. Je commence déjà à détester sa sœur jumelle Taryn et je suis déjà très curieuse de voir ce qui va arriver par la suite à Jude mais aussi à son frère Shen. Vraiment, j'ai plutôt apprécié ce premier volume. Je suis un petit peu déçue du côté sans surprise du récit, à part une véritable hécatombe au niveau des personnes représentant le trône à un moment donné de l'histoire. J'avais pu à peu près tout prévoir de ce qui allait se passer dans ce premier volume et je vois se profiler la suite des 2 prochains tomes. Ça se lit tout seul, c'est quand même très agréable, la plume est super facile à lire. C'est un univers qui est prenant et très facile à comprendre, donc j'ai apprécié. Franchement, c'est une bonne série, c'est pas un coup de cœur, je sais que pour beaucoup ça en est un. Pour ma part, ce n'en est pas un, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je mettrai quand même un bémol par contre, je sais que beaucoup de personnes qui ont apprécié ce titre le présentent comme une romantaisie. Pour moi ce n'en est pas une du tout, c'est une fantaisie. Et au-delà de ça, si il y a une romance qui se développe entre Jude et Cardan, que vous êtes fan de cette romance mais que vous crachez sur la dark romance, je ne comprends pas la logique de vos propos, parce qu'on est vraiment sur une romance qui se développe exactement pareil que dans Captive par exemple pour le moment. Donc voilà, à voir par la suite. Moi cette romance je l'apprécie, mais il y a certaines personnes, je ne comprends pas forcément la logique de leur manière de penser. On continue donc cette fois-ci avec Impact avec le roi elfe, donc le premier volume également de pour le moment une trilogie, je ne sais pas s'il y aura plus de tomes que ça. Alors ce sont des tomes un petit peu spéciaux parce qu'ils se passent dans le même univers mais on ne suit pas les mêmes personnages, donc les autres tomes se passent avec d'autres personnages. Ici on suit le roi elfe mais ce second tome sera chez les Fae et le troisième chez les vampires, donc voilà. Pour ce premier tome je l'ai acheté en édition reliée et vraiment je suis trop contente. Les éditions Big Bang ont fait un super travail là-dessus avec un très beau jaspage comme ceci, vert qui représente la forêt, qui délimite donc le territoire des elfes et le territoire des humains, avec Hook juste au milieu qu'on retrouvera dans l'histoire. C'est une très belle édition, même les roses et le trône qu'on retrouve au milieu sont très joliment travaillés, donc vraiment contente de cette édition reliée. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai énormément aimé ma lecture. Je peux pas dire non plus que ce soit l'histoire la plus étonnante, on voit venir la romance de très loin entre nos personnages et pas mal d'événements de ce titre. Il y a assez peu d'événements qui m'ont vraiment prise de court
durant ma lecture, mais qu'est-ce que la lecture était agréable. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré que ce soit le côté humain comme le côté elfe. J'ai adoré notre protagonisme aussi, toutes les personnes qui ont pu l'entourer durant toute cette lecture et notamment le roi elfe et le développement de son personnage. J'ai aimé que notre protagoniste soit une femme forte qui vraiment fait ses propres choix et qui casse les codes qui existaient jusqu'ici pour la reine humaine. Vraiment c'était une super lecture, j'ai adoré l'univers et j'ai adoré la manière dont ça a été écrit. C'est super facile à lire, super agréable, franchement j'ai bouffé ce tome, c'était super passionnant et j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire la suite, je l'ai demandé sur ma liste d'anniversaire et clairement si je ne l'ai pas à ma liste durant mon anniversaire, je vais acheter la suite parce que j'ai beaucoup trop aimé cette lecture. On continue les tomes 1 avec le premier volume de The Five Crowns, donc la cour de la haute montagne, un titre qui est également une trilogie il me semble, et pareil, un peu la même formation que Impact avec le roi elfe. Chaque tome on suivra des personnages différents dans le même univers. Au niveau de l'édition, c'est une édition reliée plutôt chouette, j'ai beaucoup apprécié la jaquette et le jaspage, un peu effet soleil couchant au milieu des montagnes qui est très beau. Par contre hyper déçue pour la couverture qui est banale à en mourir, c'est très dommage. Pour ce qui est du contenu, je vous avoue que j'ai pas été super emballée par ma lecture de ce premier volume et je pense que je n'achèterai pas la suite. C'est assez simple en fait, la lecture était agréable mais à partir de la page 50-70 environ, je vois venir les révélations de fin de tome et un peu le plot twist qui était censé être assez incroyable et qui n'a pas du tout été avec moi. C'était une lecture assez banale, assez prévisible. On a pris un petit peu tout ce qui marche dans l'univers de la fantasy pour le mixer dans ce titre et en faire donc quelque chose effectivement qui fonctionne avec un univers qui se tient debout mais rien qui change et un énorme goût de déjà vu à la lecture, ce qui est très dommage. C'était pas une mauvaise lecture mais en toute sincérité je me vois pas continuer parce que je pense qu'il y a des titres qui sont beaucoup plus intéressants que celui-là à lire. Donc voilà, pour The Five Crowns édité aux éditions Slalom, ce sera le dernier tome pour moi. On continue les tomes 1 avec le premier volume de Celle qui devint le soleil. Il y a une suite à ce titre, c'est une duologie, c'est Celui qui noya le monde, édité chez Brightloan. Au niveau de l'édition, c'est absolument somptueux, que ce soit cette jaquette avec ce dragon brillant absolument incroyable. En dessous, la couverture est tout aussi belle avec à nouveau ce dragon. Et on retrouve un jaspage jaune et rouge absolument sublime et des couleurs très bien travaillées. Vraiment, je vous avoue que j'ai acheté ce titre en premier pour la qualité de son édition. Ce titre est présenté comme une fantaisie et je ne suis tellement pas d'accord avec ça, ce qui fait que c'est une déception. Pour moi, ce titre n'est pas du tout une fantaisie, c'est un titre historique avec une pointe de fantastique, mais vraiment une pointe. Et donc on ne peut pas présenter ça comme de la fantaisie, ce n'est pas possible, je ne vous dirai jamais que c'est de la fantaisie parce que je n'y crois absolument pas. Au niveau de la lecture, je vous avoue que ça a été globalement long et décevant. Ce premier tome est très lent, il se passe des choses mais très peu, ponctué de longs moments, pas forcément hyper pertinents du quotidien de notre protagoniste. J'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre en entier et franchement j'ai pas été emballée du tout par ma lecture. En fait je m'attendais finalement, une fois que j'ai compris que c'était pas une fantaisie, un titre historique, à un récit de guerre, et il y a assez peu de batailles, il se passe assez de choses et notre protagoniste passe plus de temps à esquiver et se cacher qu'à vraiment rentrer dans la bataille pleinement. Donc écoutez, je suis un petit peu globalement déçue par ce titre, c'est dommage parce que je le trouve sublime. Et vraiment l'édition est très belle mais ça ne suffit pas pour faire une bonne lecture et je ne pense pas que je lirai le second tome. On continue les romans mais cette fois-ci avec les suites. J'ai lu une suite, il s'agit du 3e volume du titre Les Carnets de l'Apothicaire. Donc pour ma part j'ai décidé de suivre Les Carnets de l'Apothicaire au format animé et au format roman. Tout simplement parce que quand je vois qu'il y a déjà une quinzaine de romans et qu'un roman fait bien 5-6 tomes du manga, je m'imagine très bien le nombre de tomes que le manga va faire et je sais que je n'ai pas la place. Donc je favorise ce manga roman, même si en toute sincérité, les deux mangas, que ce soit chez Mana Books ou chez Kiyun, le roman et l'animé, tout est très bon et j'adore Les Carnets de l'Apothicaire, mais voilà, par souci de place et aussi parce que j'apprécie la narration du roman qui nous apporte des petites informations supplémentaires qu'on n'a pas toujours dans le manga, je préfère
continuer dans ce format. Ce tome a vraiment été une lecture très étonnante, il s'est passé beaucoup de choses et notamment beaucoup de choses en dehors du Wugong que je n'avais pas vu venir. On dépasse complètement le manga avec ce tome, déjà c'était déjà le cas avec la fin du tome 2 mais encore plus avec cette suite. On a eu pas mal de rebondissements autour de Mao Mao, il s'est passé beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit en dehors du Wugong, ce que je n'attendais pas forcément, avec une fin de tome très étonnante et des choix de Jinchi que je n'avais vraiment pas vu venir. Ce troisième tome a un petit peu une saveur de dernier tome au niveau de sa fin. On se demande vraiment ce qui va se passer par la suite et quels vont être les choix de l'auteur, sachant que bon, il reste encore beaucoup de tomes et que la série est toujours en cours. Je me doute qu'une suite va totalement être proposée. Je me demande totalement comment elle va être amenée. En tout cas, cette lecture a été palpitante et passionnante. Il s'est passé beaucoup de choses et notamment non seulement entre Jinchi et Mao Mao, mais aussi pour chacun de ses personnages. J'ai beaucoup aimé cette lecture et la suite sort, il me semble, au mois de septembre. On termine les romans avec un one-shot, il s'agit de la légende de Hyrule, donc une fanfiction Zelda non officielle éditée chez K104 Éditions. J'étais assez curieuse de lire un petit roman comme ça dans l'univers Zelda, je me suis dit que ça pouvait être sympathique et j'avoue que ça a plutôt été une déception, tout simplement parce qu'on ne sort pas du tout des sentiers battus avec cette lecture. J'imaginais qu'on allait nous proposer quelque chose d'un peu différent des jeux et c'est vraiment la trame de tous les jeux, reprise de manière très classique, avec juste ce qui change, c'est que Link n'est pas Link, mais que c'est plutôt une jeune femme qui va remplacer donc le chevalier de d'habitude. Pour le reste, c'est toujours un peu la même sauce que ce qu'on peut avoir dans les jeux Zelda, et c'est un petit peu dommage parce que résultat, cette lecture a une saveur de je sais déjà ce qui va se passer avant de le lire. Ce qui a fait que la lecture n'était pas passionnante. Alors c'est très bien pour les plus jeunes, c'est écrit gros, c'est facile à lire, c'est vraiment de la lecture jeunesse. Et malheureusement, même en tant que fan de Zelda, j'ai pas trouvé grand intérêt dans cette lecture. On passe aux animés, j'ai terminé 3 saisons durant ce mois-ci, 2 abandons et vraiment une saison à laquelle je suis allée jusqu'au bout et on va en parler de suite. On commence avec la 4e saison de Demon Slayer, donc une saison un petit peu plus courte que les autres qui nous a proposé l'entraînement des piliers. J'ai vraiment adoré cette saison. Comme toutes les saisons de Demon Slayer, je suis déjà très convaincue par Demon Slayer de base. La saison n'est pas la plus palpitante parce que c'est un peu un entre-deux, on sent que c'est vraiment la saison qui fait tampon entre les différents combats contre les lunes, mais j'ai quand même apprécié. On a pu découvrir plus de personnages et un petit peu mieux les différents piliers qui sont tous très intéressants et on sent déjà ceux qui vont être un petit peu plus importants que les autres. Je retiens surtout de cette dernière saison le dernier épisode qui fait presque 1 heure et qui est assez incroyable, que ce soit graphiquement autant que dans le storytelling. Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses dans ce dernier épisode. On a subi des pertes, il y a eu des révélations, etc. C'était assez inattendu. J'ai trouvé l'animation absolument à couper le souffle, tout particulièrement de ce dernier épisode qui pour moi est vraiment le climax de la saison et c'est très bien fait. J'ai très hâte de voir la suite. On sait que la suite de Demon Slayer sera donc 3 films pour terminer tout ça. J'irai les voir au cinéma avec grand plaisir. Je sais que ça a un peu posé problème à beaucoup de personnes. Moi je suis très contente d'avoir l'occasion de le voir en très grand écran et de pouvoir en profiter. Donc voilà, comme d'habitude, OST au top, animation exceptionnelle, opening ending absolument très bien choisi. Je n'ai rien à redire sur Demon Slayer, c'est un gros coup de cœur et ça le reste. On passe ensuite à un animé que j'ai donc abandonné, il s'agit de Tadaima Okaeri. J'ai été un petit peu déçue par cet animé alors que pourtant ce Boys Love est un de mes yaoi préférés au format manga, donc édité chez Anna Édition. Malheureusement, l'animé manquait vraiment de rythme. En fait, on retrouve le côté très mignon et très agréable de cette petite famille, mais le rythme n'est pas là. La lecture était beaucoup plus dynamique et il se passait beaucoup plus de choses et de choses plus profondes. Là, on survole vraiment le sujet. J'ai arrêté au niveau du tome 6 de l'épisode 6 ou 7 et franchement, j'ai été globalement déçue de cette adaptation en animé. Si vous avez regardé Tadaima Okaeri et que vous avez apprécié, je vous conseille à 200% plutôt de lire le manga parce que le rythme de cet animé n'est vraiment pas très bon. Il y a quand même eu des bons choix, surtout au niveau de l'opening et l'animation est plutôt correcte sans être exceptionnelle, mais c'est vraiment le rythme qui pêche pour le coup et donc je vous recommande vraiment de le lire. On termine avec la première saison du remake de Spice and Wolf. Vous avez été terriblement nombreux à me dire pendant des années qu'il fallait absolument regarder Spice and Wolf parce que c'était un inévitable de l'univers animé manga. Je vous ai cru et je me suis dit que cette
première saison du remake était la bonne occasion de découvrir Spice and Wolf et je peux vous dire que je me suis énormément ennuyée durant le visionnage. Il ne se passe pas grand chose, c'est très slice of life, on suit juste le quotidien d'un marchand et d'une jeune femme plus ou moins déesse des récoltes et c'est un peu tout. C'est assez creux et il ne se passe pas grand chose, donc très bien si vous avez su voir grand chose en Spice and Wolf. Moi je vous avoue qu'au bout de pareil 6-7 épisodes j'ai abandonné par grand manque d'engouement. Je préférais clairement regarder autre chose que regarder ça. J'admets que l'animation était très sympathique, il y avait des jolies couleurs, des jolis effets de lumière. Les opening ending n'étaient pas forcément à mon goût mais je peux comprendre qu'on aime bien. Mais vraiment j'ai pas trouvé l'intérêt dans Spice and Wolf. On termine donc ce bilan de juillet avec un abandon jeu. C'est très rare que je n'aille pas jusqu'à la fin d'un jeu, mais malheureusement ce mois-ci ça a été le cas. Depuis le mois de novembre, je me promène Dragon Quest Monster, le prince des ombres, et je me suis enfin fait une raison. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier Dragon Quest sur DS et idem pour le deuxième, et quand j'ai vu l'annonce d'un nouveau Dragon Quest Monsters comme ça sur Switch, j'étais hyper contente et je trouve qu'il n'est vraiment pas très bien exécuté. J'aime toujours autant l'univers Dragon Quest, j'aime toujours autant le concept de Dragon Quest Monsters qui ressemble un petit peu à un Pokémon-like, hein, qu'on se le dise, donc on a différents monstres qu'on peut faire rejoindre dans notre équipe, qu'on peut fusionner pour obtenir d'autres monstres, etc. L'univers était intéressant, les graphismes étaient ok, un peu moyen, c'était pas très joli. Les musiques toujours aussi exceptionnelles, je suis absolument conquise par les musiques de Dragon Quest, mais il faut se rendre à l'évidence, ce jeu demande un temps de farm que je n'ai pas envie de passer. Il faut énormément XP. Quand je vous dis énormément, c'est des heures et des heures pour passer d'un niveau à un autre. Ça prend un temps fou. De faire XP son monstre, le faire fusionner avec un autre pour obtenir un nouveau monstre, pour le faire monter de niveau, pour le faire fusionner avec un autre, pour monter dans les rangs, et franchement j'ai plus le courage à ça. C'est dommage parce que j'adore l'univers Dragon Quest et j'ai adoré les Dragon Quest Monsters, mais celui-ci demandait beaucoup trop d'investissement et j'avais vraiment pas envie de passer autant de temps juste à XP dans un jeu. C'est plus ce qui me plaît aujourd'hui et c'est dommage. S'il y en a un autre qui sort, je l'achèterai quand même, mais j'étais assez déçue par ce Dragon Quest Monster, le prince des ombres. Et voilà pour le bilan de ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures ou vos pires lectures, ou quel jeu vous avez fini ou quel animé vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, c'est toujours très agréable de vous lire. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que ça vous avez fait ce que vous souhaitiez faire, et j'espère que vous passerez un bon mois d'août. Le mois d'août pour moi c'est le mois de mon anniversaire, où souvent donc je reçois de nouvelles lectures et de nouveaux jeux à faire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, surtout sur Instagram, c'est là-bas qu'on parle le plus de choses. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'août et on se retrouve le mois prochain. Bye tout le monde!